Le fiancé de ma sœur a pointé du doigt la benne à ordures, tu peux te tenir près des poubelles. Nous n'avons plus de siège. J'ai verrouillé les portes et j'ai dit, en fait, vous êtes en violation de propriété. L'expression sur son visage quand la police est arrivée. Le fiancé de ma sœur m'a humilié lors de leur réception de mariage, me forçant à quitter mon siège et pointant du doigt la sortie de service près des bennes à ordures. Il avait oublié que je n'étais pas seulement une invitée. J'étais la propriétaire de la salle de réception qui avait offert l'intégralité de la facture de 41 400 €. J'ai donc rétabli la facture. Avant de continuer l'histoire d'aujourd'hui, nous avons une annonce urgente à faire. En raison de problèmes techniques, nous nous dirigeons vers une autre chaîne. Veuillez vous abonner à notre nouvelle chaîne, Famille et Karma. Vous pouvez trouver le lien dans la description de la vidéo, le commentaire épinglé et la balise de collaboration sur cette vidéo. Assurez-vous de changer de chaîne maintenant pour ne rien manquer. Nous vous remercions pour votre soutien. Maintenant, retournons à notre histoire. La musique était un morceau orchestral doux et majestueux, une œuvre de Debussy que j'avais personnellement sélectionnée pour flotter à travers les hauts plafonds voûtés du conservatoire en verre. De là où je me tenais, le lieu ressemblait exactement à ce dont j'avais toujours rêvé lorsque j'ai signé l'acte de propriété il y a 5 ans. Le soleil de la fin d'après-midi filtrait à travers la ferronnerie complexe du toit en verre, projetant des ombres en forme de dentelle sur les 300 invités assis à des tables drapées de lourdes nappes en argent. C'était parfait. C'était la formule royale botanique, entièrement offerte, un cadeau qui m'avait coûté, en frais généraux bruts et en perte de revenus, près de 46 000 €. J'ai déplacé mon poids d'un pied douloureux à l'autre. Mes talons aiguilles en velours de 7 cm qui s'accordaient avec ma robe de demoiselle d'honneur, commençaient à ressembler à des instruments de torture. J'étais debout depuis 4 heures du matin, supervisant les fleuristes, vérifiant la préparation du traiteur et calmant ma jeune sœur, Amélie, lors de 3 crises de panique distinctes, mais cela en valait la peine. Amélie était radieuse à la table d'honneur, riant de quelque chose que son nouveau mari, Olivier, lui murmurait à l'oreille. J'ai pris une grande inspiration, lissant la soie de ma robe, et j'ai commencé à marcher vers la table d'honneur. J'étais épuisé, déshydraté, et j'avais désespérément besoin d'un verre d'eau et de 5 minutes pour m'asseoir sur la chaise marquée « Sophie, demoiselle d'honneur ». J'étais à 3 pas de l'estrade lorsqu'Olivier s'est levé. Il ne m'a pas souri. Il ne m'a pas tendu la main pour m'aider à monter la petite volée de marche. Il a juste levé une paume, m'arrêtant dans mon élan comme un agent de la circulation. « Sophie, attends », a-t-il dit. Sa voix n'était pas forte, mais elle avait cette qualité tranchante et projetée d'un homme habitué à donner des ordres aux gens dans des salles de conseil. J'ai fait une pause, confuse. « Qu'est-ce qui ne va pas, Olivier ? As-tu besoin du programme ?» Il a ri, un son sec et sans humour, et a ajusté sa cravate en soie. « Non, non, nous avons une petite situation. Vois-tu, Monsieur Lefebvre et sa femme viennent d'arriver. Ils n'étaient pas censés pouvoir venir, mais leur vol en provenance de Genève a atterri en avance. Monsieur Lefebvre, le directeur général de la société d'investissement d'Olivier, l'homme qu'Olivier essayait d'impressionner depuis les 6 derniers mois. C'est formidable, ai-je dit, forçant un sourire, bien que mon estomac se soit serré. Je peux demander au personnel d'apporter 2 chaises supplémentaires pour la table 5. Il y a beaucoup de place. Non, a dit Olivier, secouant la tête d'un air dédaigneux. Trop loin à l'arrière. Lefebvre doit être à l'avant. Il doit voir que nous sommes une priorité. Je le place, lui et sa femme, à la table d'honneur. J'ai cligné des yeux. La table d'honneur était pleine. C'était uniquement pour le cortège nuptial. Olivier, il n'y a pas de siège vide là-haut. C'est juste pour les demoiselles et les garçons d'honneur. C'est exact, a dit Olivier. Il a fait un geste vague derrière lui. Donc, nous faisons de la place. J'ai déjà déplacé ton siège. J'ai regardé au-delà de lui. Mon marque-place, celui avec Sophie, calligraphié à la main, avait disparu. À sa place était assis un homme corpulent vêtu d'un costume anthracite, en train de glisser une serviette dans son col. Sa femme se faufilait dans l'espace où le témoin du marié aurait dû se trouver. « Tu as déplacé mon siège ?» ai-je demandé, ma voix étant à peine un murmure. « Olivier, je suis la demoiselle d'honneur. C'est ma sœur. »« Ce n'est qu'une chaise, Sophie. »« Ne sois pas dramatique, » a rétorqué Olivier, son vernis de politesse s'effaçant. « Écoute,
Lefebvre est vital pour ma promotion. Tu pourras manger plus tard. Manger plus tard? J'ai senti une bouffée de chaleur grimper le long de mon cou. Où suis-je censé m'asseoir, Olivier? Le service du dîner commence dans 10 minutes. Il a regardé autour de la pièce, balayant du regard les tables bondées, puis ses yeux se sont posés sur le coin éloigné de la pièce. Il a pointé un doigt manucuré vers les portes doubles battantes qui menaient à la cuisine et au couloir de service. Là, a-t-il dit. Il y a une chaise pliante près de la sortie de service. Tu peux te tenir près des poubelles si tu le dois, ou juste prendre une assiette et manger à l'arrière avec le reste du personnel. Tu travailles pour l'événement de toute façon, n'est-ce pas? Le personnel ne s'assoit pas à la table d'honneur. La pièce a semblé devenir silencieuse, bien que la musique continuât de jouer. L'humiliation m'a frappé comme un coup physique. Il pointait vers la zone où les débarrasseurs raclaient les restes de nourriture dans les bacs à compost. Tu veux que je me tienne près des poubelles, ai-je répété, m'assurant de l'avoir bien entendu. Nous n'avons plus de siège, Sophie, a-t-il dit, me tournant le dos pour faire un signe de la main à monsieur Lefebvre. Gère la situation et trouve quelqu'un pour remplir mon verre de vin. Je suis resté là, figé, regardant le dos de son smoking hors de prix. J'ai regardé Amélie. Elle fixait son assiette, tordant nerveusement son alliance, refusant de croiser mon regard. Elle avait entendu chaque mot. La trahison n'était pas la perte du siège. Ce n'était même pas la comparaison avec les poubelles. C'était la réalisation que pour Olivier, et apparemment pour ma sœur, je n'étais pas de la famille. J'étais juste le personnel d'aide fourni avec le bâtiment. Olivier s'est retourné vers son patron, riant d'une blague, complètement imperturbable. Il avait oublié une chose cruciale, je n'étais pas seulement la demoiselle d'honneur. J'étais la propriétaire des lieux. Et il venait de violer le contrat de location. Pendant un instant, j'ai envisagé de hurler. J'ai envisagé de renverser la table, d'attraper le microphone et d'annoncer à toute la salle que le marié était un monstre narcissique. L'envie était si forte que mes mains tremblaient le long de mon corps. Mais je ne l'ai pas fait. Ce n'était pas qui j'étais, et plus important encore, ce n'était pas ainsi qu'une professionnelle se comportait. J'étais la propriétaire du conservatoire en verre. Ma réputation reposait sur l'élégance, la discrétion et une exécution sans faille. Si je faisais un scandale maintenant, je passerais pour la sœur déséquilibrée, et Olivier tournerait cela comme si j'étais jalouse ou hystérique. J'ai pris une lente inspiration tremblante, j'ai baissé la tête et je me suis détourné de la table d'honneur. Tout va bien, mademoiselle Sophie? J'ai levé les yeux pour voir Marc, mon chef de réception, debout près d'un pilier. Il tenait un pichet d'eau en argent, le visage pâle. Il avait entendu. Les serveurs à proximité échangeaient des regards écarquillés. Il m'adorait. Je les payais bien, les traitais avec respect et me battais pour eux quand les clients étaient impolis. Il semblait prêt à déclencher une émeute en mon nom. Je vais bien, Marc, ai-je menti, ma voix stable malgré les bourdonnements dans mes oreilles. S'il te plaît, assure-toi que monsieur Lefebvre, le monsieur à ma place, reçoive le service de vin pour les invités de Marc. Nous ne voudrions pas décevoir le marié. La mâchoire de Marc s'est crispée. Mademoiselle Sophie, vous n'êtes pas sérieuse. Il vient de vous dire de. Je sais ce qu'il a dit, les jeux interrompus doucement. Fais-le, s'il te plaît. Je vais dans mon bureau pour un moment. Ne me dérangez pas à moins que le bâtiment ne soit en feu. Je m'éloignai, la tête haute, en naviguant sur le périmètre de la salle. Je pouvais sentir des regards sur moi. Certains invités semblaient confus. Pourquoi la demoiselle d'honneur s'éloignait-elle juste avant les discours? Je suis passé devant la table 2, où Chantal, la mère d'Olivier, tenait sa cour. Elle m'a vu arriver et n'a même pas essayé de baisser la voix. Elle se penchait vers sa sœur, une femme couverte de diamants qui ressemblait étrangement à de la pacotille. Eh bien, c'est logique, a dit Chantal, assez fort pour que je l'entende par-dessus le cliquetis de l'argenterie. Elle a l'habitude de courir dans tous les sens en arrière-plan. Honnêtement, cela paraîtrait étrange de la voir là-haut avec les personnes importantes. Elle est tellement utilitaire. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas tressailli. J'ai simplement continué à marcher jusqu'à atteindre la discrète porte en chêne derrière le bar qui menait à l'aile administrative. Une fois à l'intérieur, j'ai verrouillé la porte et me suis appuyé contre elle. Le silence du bureau fut soudain et lourd.
Les sons étouffés de la réception et les rires, les tintements de verre, le bourdonnement des conversations semblaient être à 1 million de kilomètres. Mon bureau était mon sanctuaire. Il était frais, sombre, et sentait le vieux papier et les lys frais. J'ai enlevé mes talons et me suis enfoncé dans mon fauteuil de direction en cuir, le soulagement physique m'envahissant instantanément. Mais la douleur émotionnelle était une chose aiguë et déchiquetée dans ma poitrine. J'ai regardé les écrans de vidéosurveillance sur mon mur. L'écran numéro 3 montrait la table d'honneur. J'ai regardé Olivier verser du vin pour Monsieur Lefebvre, riant de manière obséquieuse. J'ai regardé Amélie, ma petite sœur, ayant l'air petite et terrifiée, jetant un coup d'œil vers les portes par lesquelles je venais de sortir. Mon téléphone a vibré dans ma main. Un message texte d'Amélie. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, ne sois pas en colère. Il est juste très stressé par la promotion. S'il te plaît, reviens. Peut-être que tu peux prendre une chaise dans la salle des prestataires. Je t'aime. Elle voulait que je prenne une chaise dans la salle des prestataires. Une chaise pliante en métal pour m'asseoir à un mariage que j'avais payé. J'ai fixé le message, un engourdissement glacial s'installant en moi. Elle ne me défendait pas. Elle me gérait. Elle voulait que j'avale l'insulte pour qu'elle puisse continuer à jouer à la princesse. J'ai regardé autour de mon bureau. Mes yeux se sont posés sur le classeur dans le coin, plus précisément sur le tiroir marqué « Contrat actuel ». Olivier pensait qu'il était un homme important parce qu'il déplaçait des chiffres sur un écran pour gagner sa vie. Il pensait que le pouvoir venait d'un titre de poste ou d'une voiture de luxe en location. Il ne comprenait pas le pouvoir de la propriété. Il m'avait qualifié de personnel. Il m'avait dit de me tenir près des poubelles. J'ai fait rouler ma chaise jusqu'au classeur et j'ai sorti l'épais dossier étiqueté « Mariage le maire du bois ». Je l'ai ouvert et j'ai fait glisser mon doigt le long de la facture détaillée. Location de la salle, samedi en haute saison, 11 040 €. Traiteur, 300 invités à 138 € par personne, 41 400 €. Forfait bar, alcool de qualité supérieure. Bar ouvert, 16 560 €. Décoration et installation florale sur mesure, 7 820 €. Frais de service et pourboire, 11 040 €. Total du 0 € offert à la discrétion de la propriétaire. Au bas du contrat. Juste au-dessus de la signature griffonnée d'Olivier, se trouvait une clause que j'incluais dans chaque accord que je rédigeais. C'était le code de conduite et la politique contre le harcèlement. Elle interdisait strictement toute violence verbale, humiliation ou mauvais traitement du personnel ou de la direction de l'établissement, accordant à l'établissement le droit de mettre fin au service immédiatement sans remboursement ni compensation. J'ai regardé à nouveau l'écran. Olivier faisait maintenant teinter son verre avec une fourchette, se levant pour faire un discours. Il ressemblait à un roi, contemplant son royaume. Mais ils avaient oublié une chose cruciale, ai-je murmuré à la pièce vide. Ce n'est pas son royaume. C'est le mien. Pour comprendre pourquoi cette trahison m'a blessé si profondément, vous devez comprendre ce que j'ai sacrifié pour en arriver là. Je ne venais pas d'une famille riche. Notre père était ouvrier à la chaîne dans une usine, et notre mère servait aux tables dans un restaurant jusqu'à ce que ses genoux lâchent. J'étais l'aîné, avec 7 ans d'écart sur Amélie. Lorsque nos parents sont morts dans un accident de voiture juste après qu'Amélie a eu 19 ans, je suis devenu tout pour elle, parent, pourvoyeuse, protectrice. J'avais 26 ans à l'époque, je travaillais comme coordinatrice d'événements débutantes, et je joignais à peine les deux bouts. J'ai utilisé tout mon héritage, le peu qu'il y avait, et j'ai contracté un prêt commercial terrifiant pour verser un acompte sur une propriété de serre délabrée à la périphérie de la ville. Tout le monde me disait que j'étais folle. Ils disaient qu'une salle de mariage à cet endroit ne fonctionnerait jamais. Je n'ai pas dormi pendant 3 ans. J'ai frotté les sols. J'ai planté des jardins au clair de lune. J'ai négocié avec des entrepreneurs jusqu'à ce que ma voix soit enrouée. J'ai construit le conservatoire en verre brique par brique, niveau par niveau. Je l'ai fait pour pouvoir construire un héritage, quelque chose qui garantirait qu'Amélie et moi n'aurions plus jamais à nous soucier du loyer. Amélie était la personne douce, la rêveuse. Je l'ai protégée de la dure réalité de nos finances. J'ai payé son diplôme d'enseignement. J'ai acheté sa première voiture. Je voulais qu'elle ait l'enfance que j'avais perdue. J'ai peut-être fait un trop bon travail, car elle a grandi en pensant que les choses s'arrangeaient d'elles-mêmes.
Elle n'a jamais vu les efforts acharnés. Puis elle a rencontré Olivier. Olivier Dubois. Il ressemblait à tous les autres jeunes loups de la finance de la ville, les cheveux gominés en arrière, les dents blanchies d'un éclat artificiel, et une poignée de main qui ressemblait à un défi. Il a rencontré Amélie dans un bar, et en moins de 3 mois, il l'avait complètement ébloui. J'ai essayé de l'apprécier. Vraiment. Mais dès le premier dîner que nous avons eu ensemble, les signaux d'alarme s'agitaient. « Alors tu diriges une salle des fêtes ?» avait-il demandé, en faisant tourner son whisky écossais. « Je possède un lieu d'événement de luxe », l'avais-je corrigé. « C'est vrai. Le traiteur et les serviettes. »« C'est mignon », avait-il dit, rejetant l'œuvre de ma vie d'un geste de la main. Ma mère, Chantal, siège au conseil d'administration de l'Opéra National. Elle connaît les vrais événements. Chantal était pire. C'était une femme qui portait sa fortune de longue date comme une armure. Elle traitait Amélie comme un projet de charité, une petite enseignante pittoresque que son fils avait ramassée. Mais elle me traitait comme une servante. Lorsque la planification du mariage a commencé, j'ai fait l'erreur d'offrir la salle de réception en cadeau. Je voulais qu'Amélie vive un conte de fées. Nous prendrons le forfait platine, avait déclaré Chantal lors de la première réunion de planification, sans même regarder la grille des tarifs car elle savait qu'elle ne payait pas. Mais Sophie, ma chérie, nous devons changer les drapés. La soie standard que tu utilises est un peu ordinaire. Et le menu. Nous ne pouvons pas avoir de poulet. Olivier ne mange que des steaks. Et nous avons besoin de homard pour les amuse-bouches. Le homard ajoute 28 € par personne, avais-je dit doucement. Oh, arrête de compter les centimes, avait rétorqué Olivier, levant les yeux de son téléphone. C'est une déduction fiscale pour toi de toute façon, n'est-ce pas? Prends simplement le homard. Nous voulons que ce soit chic. Pendant 6 mois, j'ai ravalé leurs insultes. J'ai laissé Chantal critiquer mon personnel. J'ai laissé Olivier exiger des modifications au système d'éclairage qui m'ont coûté des milliers d'euros en main-d'œuvre. Je les ai laissés me traiter comme un portefeuille invisible. Pourquoi? Parce qu'Amélie me regardait avec ses grands yeux larmoyants et disait « Sophie, s'il te plaît. Il veut juste que ce soit parfait. Il m'aime. S'il te plaît, fais-le pour moi. » Alors, je l'ai fait. J'ai travaillé des journées de 18 heures pour absorber les coûts. J'ai fait appel aux services de fournisseurs que je connaissais depuis des années. J'ai conçu un mariage d'une valeur de près de 92 000 € sans qu'il ne leur en coûte rien. Et comment m'ont-ils remboursé? J'ai regardé l'écran de vidéosurveillance à nouveau. La caméra a légèrement fait un zoom sur la table 2. Chantal chuchotait à la femme à côté d'elle, faisant un geste vers la chaise vide où j'aurais dû être assise. Elle a ri, avec une expression cruelle et pincée. Puis la caméra s'est tournée vers la table d'honneur. Olivier était debout, le microphone à la main, le visage rougi par le vin et l'ego. Je veux juste remercier tout le monde d'être venu, a tonné Olivier, sa voix résonnant à travers les haut-parleurs que j'avais installés. Nous avons travaillé dur pour que cette nuit ait lieu. Vous savez, on dit que si l'on veut que quelque chose soit bien fait, il faut le faire soi-même. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons construit cette soirée de toutes pièces. Il a fait une pause pour les applaudissements. Et je veux faire une dédicace spéciale au personnel. Ils font un excellent travail pour garder les verres pleins. Applaudissons le personnel de service. Il a pointé du doigt l'arrière de la salle, près des poubelles où il pensait que je me tenais. Il ne m'a pas remercié. Il n'a pas mentionné mon nom. Il n'a pas reconnu le cadeau. Il m'a appelé le personnel de service. C'est à ce moment-là que la tristesse dans ma poitrine s'est évaporée. Elle a été remplacée par une clarté froide et tranchante. Je n'étais pas le personnel de service. J'étais le fournisseur, et le client était en défaut de paiement. Je fis pivoter ma chaise vers l'ordinateur. J'ai ouvert le logiciel de facturation. J'ai affiché la facture numéro 2044 lettre B. J'ai déplacé le curseur vers le champ « Remise et compensation ». J'ai mis en surbrillance l'entrée, 100%, et j'ai appuyé sur la touche « Supprimer ». Mes doigts ont survolé le clavier. Supprimer la remise n'était que la première étape. Le véritable moyen de pression résidait dans le contrat lui-même, celui qu'Olivier avait signé avec de grandes fioritures, jetant à peine un coup d'œil aux petits caractères parce qu'il supposait que les contrats familiaux n'étaient que des formalités.
Mais j'étais d'abord une chef d'entreprise, et dans les affaires, on protège ses actifs. J'ai ouvert le fichier numérique du contrat signé. Clause 14.3. Force majeure et résiliation comportementale, l'établissement se réserve le droit de mettre fin au service immédiatement en cas de harcèlement, d'abus ou de diffamation publique du personnel ou de la direction de l'établissement. La clause 14.4 était encore meilleure. En cas de résiliation en vertu de la clause 14.3, tous les services offerts ou remisés sont annulés, et le client est responsable de la valeur marchande totale des services rendus jusqu'au moment de la résiliation, payable immédiatement. J'ai imprimé la facture. Le total me dévisageait en encre noire et en gras, 41 630 €. Mais j'avais besoin de plus qu'un simple bout de papier. Je devais m'assurer que ce n'était pas juste une querelle de famille. Il fallait que ce soit une transaction professionnelle. J'ai décroché le téléphone de mon bureau et j'ai composé l'extension de Marc, mon chef traiteur. « Marc, ai-je dit, d'une voix calme mais d'acier, j'ai besoin que tu viennes au bureau. Apporte le registre des incidents. » Le registre des incidents, a demandé Marc, semblant surpris. Nous ne l'utilisons que pour les cas extrêmes, invités ivres qui se battent, dommages matériels, vol. Oui. Et amène Céline, la responsable de salle. 2 minutes plus tard, Marc et Céline étaient dans mon bureau. Céline avait l'air furieuse. Sophie, j'ai entendu ce qu'il a dit à propos des poubelles. C'est dégoûtant. Ça l'est, ai-je approuvé, en faisant glisser le registre des incidents sur le bureau. J'ai besoin que vous écriviez tous les deux chaque interaction que vous avez eue avec le marié et sa mère aujourd'hui. Chaque commentaire impoli, chaque demande qui ne figurait pas dans le contrat, chaque fois qu'ils vous ont maltraité. Ils n'ont pas hésité. Il a claqué des doigts pour m'appeler pendant les amuse-bouches, a commencé à écrire Marc immédiatement. Il m'a dit que les croquettes de crabe étaient caoutchouteuses et de régler le problème ou de dégager. Céline a ajouté, sa mère a dit à l'une des serveuses qu'elle avait l'air trop ethnique pour servir la table d'honneur. J'ai dû la retirer du service parce qu'elle pleurait dans la chambre froide. Mon sang s'est glacé. Je ne savais pas pour la serveuse. Elle a dit quoi? Trop ethnique, a répété Céline, la voix tremblante de colère. Et Olivier a ri quand il l'a entendu. C'était fini. C'était le clou dans le cercueil. Il ne s'agissait plus seulement du fait que l'on me manque de respect. Il s'agissait de mon équipe, de ma famille, se faisant maltraiter dans ma maison. D'accord, ai-je dit, en reprenant le registre. C'est tout ce dont j'avais besoin. Céline, dit au disque jockey de couper la musique dans 10 minutes. Marc, dit à la cuisine de retenir le plat principal. Retenir le plat principal? Les yeux de Marc s'écarquillèrent. Sophie, allons-nous tout fermer? Pas encore, ai-je dit, en me levant et en lissant ma robe. J'ai attrapé la facture et le registre des incidents. Nous allons renégocier. Je me suis dirigé vers le coffre-fort dans le coin de mon bureau. J'ai tourné le cadran et j'en ai sorti une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait un bracelet Rivière en diamant, celui de ma grand-mère. J'avais prévu de le donner à Amélie pendant les discours. J'ai refermé la boîte d'un coup sec et je l'ai remise dans le coffre-fort. Puis j'ai déverrouillé la porte de mon bureau. Les sons de la fête sont revenus en force, les rires, les tintements de verre, la fausse allégresse d'une célébration construite avec mon argent. Je suis sorti, non pas vers l'arrière, mais directement vers la cabine du disque jockey. Le disque jockey, un type nommé Léo qui travaillait avec moi depuis des années, a vu mon visage et a immédiatement baissé le volume. « Tout va bien, patronne ?» a-t-il demandé, en retirant son casque. « Donne-moi le microphone, Léo » ai-je dit. Il me l'a tendu sans un mot. La musique s'est arrêtée brusquement. La salle s'est calmée, la confusion se propageant dans la foule. Les têtes se sont tournées vers la cabine du disque jockey. Je n'ai pas regardé Amélie. Je n'ai pas regardé les invités. J'ai regardé directement Olivier, qui se tenait toujours à la table d'honneur, un verre de vin à mi-chemin de sa bouche. « Excusez-moi, tout le monde » ai-je dit, ma voix se projetant clairement à travers les haut-parleurs. Nous avons un léger problème technique qui doit être réglé immédiatement. Olivier, pourrais-tu s'il te plaît me rejoindre dans le bureau? Nous avons un problème de facturation. Le silence dans la pièce était absolu. On aurait pu entendre une mouche voler sur le sol en béton poli. Le visage d'Olivier est passé de confus à agacé en un clin d'œil.
Il a posé son verre avec un lourd bruit sourd et m'a foudroyé du regard. Sophie, que fais-tu? Nous sommes en plein milieu des discours. C'est urgent, ai-je dit, sans reculer. Maintenant, s'il te plaît. Il a ricané, secouant la tête comme s'il avait affaire à un enfant capricieux. Il s'est penché vers Monsieur Lefebvre et a chuchoté quelque chose qui a fait glousser l'homme plus âgé. Puis il s'est levé, boutonnant sa veste avec une lenteur exagérée, et a marché vers moi. Incroyable, l'ai-je entendu marmonner en s'approchant. Tu essaies vraiment de gâcher ça, n'est-ce pas? La jalousie est un vilain défaut, Sophie. Je me suis retourné et je suis retourné dans mon bureau, laissant la porte ouverte pour lui. Il a suivi, la claquant violemment derrière lui. Quel est ton problème? A-t-il sifflé, son visage à quelques centimètres du mien. Tu viens de m'embarrasser devant mon patron. Un problème de facturation? Es-tu folle? C'est un mariage gratuit. C'était un mariage gratuit, l'ai-je corrigé, en marchant derrière mon bureau et en m'asseyant. Je ne lui ai pas offert de chaise. Jusqu'à ce que tu violes le contrat. J'ai fait glisser la facture sur le bureau vers lui. Il l'a regardé, confus. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la facture pour l'événement d'aujourd'hui, ai-je dit calmement. Location de la salle, traiteur, bar, personnel, décoration. Le total s'élève à 41 630 €. Il a ri, un aboiement fort et incrédule. Tu plaisantes. Tu ne peux pas me faire payer. Nous avons un accord. Tu as dit que c'était un cadeau. Le cadeau, ai-je dit en me penchant en avant, était conditionné au fait que tu nous traites, mon personnel et moi, avec une décence humaine de base. Tu as échoué. Tu m'as humilié publiquement. Tu as maltraité mon personnel. Tu as créé un environnement de travail hostile dans mon entreprise. J'ai fait une blague sur une chaise, a-t-il crié en levant les bras au ciel. Et maintenant, tu essaies de m'extorquer. Ce n'était pas juste une blague, Olivier. Tu as dit à la propriétaire de ce lieu de se tenir près des poubelles. Tu as dit à mon personnel de dégager. Ta mère a fait des commentaires racistes à l'encontre de mes serveuses. C'est une rupture de contrat. J'ai sorti le contrat signé et j'ai pointé la clause 14.3. Lila. Il n'a pas regardé le papier. Il m'a regardé avec un venin pur. Je ne te paierai pas un centime. Tu es la sœur d'Amélie. Tu es obligé de faire ça. Je ne suis obligé de rien faire, ai-je dit. C'est une entreprise, Olivier, et en ce moment, tu es un client qui refuse de payer pour des services rendus. Si cette facture n'est pas payée dans son intégralité dans les 10 prochaines minutes, l'événement est terminé. Le bar ferme, la musique s'arrête, la nourriture retourne au réfrigérateur, et la sécurité vous escorte vers la sortie. Son visage a pris une nuance de violet que je n'avais jamais vue auparavant. Tu n'oserais pas. Amélie ne te pardonnerait jamais. Ce n'est pas Amélie qui m'a traité comme une ordure, ai-je rétorqué. C'est toi. Tu voulais faire le grand homme, n'est-ce pas? Tu voulais montrer à Monsieur Lefebvre à quel point tu es important. Eh bien, voici ta chance. Paie la facture. Il m'a dévisagé, la poitrine haletante. Pour la première fois, j'ai vu une lueur de peur dans ses yeux. Il n'avait pas 41 400 €. Je connaissais ses finances. Il était endetté jusqu'au cou pour sa voiture et son appartement. Il comptait sur cette promotion pour rembourser ses cartes de crédit. Je ne peux pas payer cela tout de suite, a-t-il dit, sa voix descendant jusqu'à un grognement. Je ne l'ai pas sur moi. Alors tu ferais mieux d'appeler ta mère, ai-je dit, en décrochant mon téléphone. Car le temps presse. Soudain, la porte s'est ouverte avec fracas. Chantal est entrée d'un pas décidé, suivie de près par une Amélie à l'air terrifiée. Que se passe-t-il ici, a exigé Chantal, ses perles cliquetant. Pourquoi la musique s'est-elle arrêtée? Pourquoi tout le monde chuchote-t-il? Sophie essaie de nous faire chanter, a crié Olivier, en pointant un doigt tremblant vers moi. Elle exige 46 000 € ou elle nous jette dehors. Chantal s'est tournée vers moi, ses yeux se rétrécissant en fente. Est-ce vrai, espèce de petite mesquine? C'est une transaction commerciale, Chantal, ai-je dit, en la coupant. Olivier a violé la politique contre le harcèlement de l'établissement. La gratuité est annulée. Payez la facture ou le mariage est terminé.
Amélie s'est avancée, des larmes coulant sur son visage. Sophie, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tout le monde regarde. Mon cœur s'est brisé pour elle, mais je ne pouvais pas reculer. Amélie, il m'a dit de me tenir près des poubelles. Il m'a traité comme si je n'étais rien. Si je le laisse me faire ça, que penses-tu qu'il va te faire pour le reste de ta vie? Amélie a regardé Olivier, puis m'a regardé à nouveau. Elle avait l'air perdue. Elle est jalouse, Amélie, a hurlé Olivier. Elle est juste jalouse que tu sois heureuse et qu'elle soit seule avec ses plantes. Ne l'écoute pas. Paie la facture, Olivier, ai-je dit, ma voix dure comme de la pierre. Ou dégage de mon domaine. L'impasse dans mon bureau était suffocante. L'air semblait lourd de tension, sentant légèrement l'eau de Cologne coûteuse d'Olivier et le parfum entêtant de Chantal. Chantal a laissé échapper un rire sec et moqueur. C'est ridicule. Tu bluffes. Tu n'humilierais pas ta propre sœur de cette façon. Nous retournons là-bas. Nous allons terminer notre repas, et tu vas t'excuser. Elle a attrapé le bras d'Olivier. Viens, Olivier. Ignore-la. Ils se sont tournés pour partir. Marc, ai-je dit dans mon casque, coupe l'électricité dans la salle principale. En un instant, le bourdonnement étouffé du système de ventilation s'est éteint. Le filet de lumière sous la porte du bureau a disparu lorsque les lustres principaux à l'extérieur se sont éteints. Un halètement collectif s'est élevé des 300 invités dans la salle. Chantal s'est figée. Olivier a fait volte-face, les yeux écarquillés par la panique. Tu as éteint les lumières, a-t-il balbutié. Je te l'ai dit, ai-je dit en me levant. L'événement est suspendu jusqu'à la réception du paiement. Tu es en train de ruiner le mariage de mon fils, a crié Chantal, s'avançant vers moi. Je vais te poursuivre en justice. Je vais ruiner cette entreprise. Sais-tu qui je suis? Je sais exactement qui vous êtes, Chantal, ai-je dit, en ouvrant un tiroir et en sortant un deuxième dossier. Vous êtes la femme qui a été renvoyée du conseil d'administration de l'Opéra National il y a 3 ans pour avoir détourné des fonds du gala de charité. J'ai fait mes vérifications préalables lorsque vous avez essayé de me dire comment gérer mon entreprise. Le visage de Chantal est devenu blanc. Elle a reculé comme si elle avait été giflée. C'était un malentendu. Cela a été réglé. Et toi, Olivier, ai-je continué, me tournant vers lui. Tu t'inquiètes pour Monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre est-il au courant de la comptabilité créative que tu as faite sur le compte Bernard le trimestre dernier? La raison pour laquelle tu es si désespéré d'obtenir cette promotion est que tu as besoin de la prime pour couvrir l'appel de marge sur ton compte de courtage personnel. Amélie a halté. Olivier, de quoi parle-t-elle? Olivier ressemblait à un animal pris au piège. Elle ment, Mélia. Elle est folle. Elle invente des choses pour nous blesser. Je n'invente rien, ai-je dit calmement. Je t'ai entendu t'en vanter auprès de ton témoin dans la suite du marié. Les murs sont fins, Olivier. Et mon système de sécurité enregistre l'audio dans les suites privées pour des raisons de responsabilité. Je n'avais pas réellement l'enregistrement audio de cette conversation spécifique. C'était un bluff. Mais j'étais au courant de l'appel de marge parce qu'un ami travaillant à la conformité dans son cabinet avait mentionné des signaux d'alerte sur son compte autour d'un verre la semaine dernière. J'avais reconstitué le reste. La réaction d'Olivier a tout confirmé. Il a pâli, de la sueur perlant sur son front. Tu m'as enregistré, a-t-il murmuré. Je protège mon entreprise, ai-je dit. Tout comme je protège ma sœur en ce moment. Amélie a regardé Olivier, l'a vraiment regardé pour la première fois ce jour-là. Olivier, est-ce vrai? Es-tu dans les ennuis? C'est juste un problème de trésorerie temporaire, lui a rétorqué Olivier, sa façade se fissurant complètement. Mon Dieu, pourquoi dois-tu être si stupide? Tais-toi et laisse-moi gérer ça. La pièce est devenue silencieuse. Olivier venait de montrer son vrai visage. Il avait traité sa mariée de stupide devant sa sœur et sa mère le jour de son mariage. Amélie a reculé. Les larmes se sont arrêtées, remplacées par un regard de choc. Ne lui parle pas comme ça, ai-je dit, en contournant le bureau pour me tenir entre eux. Je lui parlerai comme je veux, a hurlé Olivier. C'est ma femme, et tu n'es que la propriétaire. Maintenant, rallume les lumières, ou je jure devant Dieu que... Ou quoi, les je défier.
Tu vas me frapper devant des témoins dans un bâtiment truffé de caméras. J'ai regardé Chantal. La facture, Chantal. 41 630 €. Carte de crédit, virement bancaire ou chèque certifié. Tout de suite. Chantal tremblait. Elle a regardé Olivier puis moi, calculant les dégâts. Elle savait que si cela s'ébruitait la mention de détournement de fonds, le scandale public, sa position sociale était grillée. Très bien, a-t-elle craché, en fouillant dans sa pochette. Elle a sorti une carte de crédit American Express noire et l'a claquée sur mon bureau. Prends-la. Mais tu vas le regretter, Sophie. Tu ne travailleras plus jamais dans cette ville. Je possède l'industrie du mariage de cette ville, Chantal, ai-je dit, en ramassant la carte. Je n'ai pas besoin de votre recommandation. J'ai passé la carte dans le terminal. Approuvé. Le reçu s'est imprimé avec un son satisfaisant. Je l'ai détaché et je le lui ai tendu. Merci d'avoir fait affaire avec nous, ai-je dit. Maintenant, sortez de mon bureau. Nous retournons à la fête, a ricané Olivier, en ajustant sa cravate. Et tu vas rester ici comme une bonne petite servante. Il a attrapé la main d'Amélie. Viens, Mélia. Amélie n'a pas bougé. Elle a fixé la main d'Olivier, qui lui serrait le poignet. Amélie, a dit Olivier, en l'attirant. Allons-y, Lefebvre attend. Amélie a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient tristes mais clairs. Il m'a traité de stupide. C'est vrai, ai-je dit doucement. Et il t'a obligé à te tenir près des poubelles. C'est vrai. Amélie a dégagé sa main de l'emprise d'Olivier. Je ne crois pas que je veuille retourner là-bas avec toi, Olivier. Olivier s'est figé. Quoi? Je pense, a dit Amélie, sa voix gagnant en assurance, je pense que Sophie a raison. Tu ne nous respectes pas. Tu ne me respectes pas. Amélie, arrête d'être dramatique, a aboyé Chantal. Tu es mariée. Tu as fait un vœu. Maintenant, sors là-bas et coupe le gâteau. Non, a dit Amélie. Elle m'a regardé. Sophie, pouvons-nous y mettre fin? Pouvons-nous juste les faire tous partir? J'ai souri, un sourire sincère et féroce. Je peux faire tout ce que tu veux, Amélie. C'est mon domaine. Alors mets-y fin, a dit Amélie. Je veux un divorce, et je veux qu'il parte. Je me suis tourné vers mon ordinateur et j'ai tapé une commande rapide dans l'interface du système de sonorisation publique. Avec plaisir, ai-je dit. J'ai appuyé sur le bouton du protocole d'évacuation d'urgence pour cause non liée à un incendie sur mon panneau de contrôle. Il avait été conçu pour les bagarres ou les intempéries sévères, déclenchant l'éclairage principal à pleine luminosité et coupant instantanément toutes les transmissions audio. La porte du bureau s'est ouverte à la volée, et je suis sorti à grands pas, non pas vers l'arrière, mais directement sur la piste principale. Les lumières de travail fluorescentes, soudaines et dures, ont inondé la salle, révélant les visages confus et clignotants des 300 invités. L'atmosphère romantique s'est évaporée instantanément. Ce n'était plus qu'une grande pièce lumineuse maintenant. Amélie m'a suivi, le visage pâle mais déterminé. Olivier et Chantal se sont précipités à notre suite, l'air frénétique. Mesdames et messieurs, ai-je annoncé, ma voix résonnant à travers le système de sonorisation d'urgence, supplantant la cabine silencieuse du disque jockey. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Les murmures ont cessé. Tous les regards se sont tournés vers moi. Je me tenais sur la petite estrade où se trouvait la table des mariés, juste à côté du gâteau qui m'avait coûté 736 € en pâte à sucre importée. En raison de circonstances imprévues impliquant une rupture de contrat et des violations de conduite personnelle par le marié, ai-je dit, en faisant un geste vers Olivier, qui était maintenant figé près de l'entrée de la piste de danse, cet événement est par la présente terminé. Veuillez récupérer vos affaires et quitter les lieux de manière ordonnée. Un halètement collectif a parcouru la salle. Les gens ont commencé à chuchoter furieusement. Monsieur Lefebvre s'est levé à la table d'honneur, l'air perplexe. Elle ment, a crié Olivier, courant vers l'estrade. Elle est folle. Ne l'écoutez pas. La fête continue. La fête est finie, Olivier, ai-je dit dans le microphone, ma voix calme et autoritaire. Sécurité, veuillez escorter Monsieur Dubois et Madame Dubois hors des lieux immédiatement. Deux de mes plus grands agents de sécurité,
des hommes qui semblaient taillés dans le granit, sont sortis de l'ombre. Ils ont bougé avec une efficacité professionnelle, flanquant Olivier. « Ne me touchez pas » a crié Olivier, repoussant la main d'un garde. « Savez-vous qui je suis ? Je suis le marié. »« Et ceci est une propriété privée » a dit le garde principal, saisissant le bras d'Olivier dans une poigne de fer. « Allons-y, monsieur. » Chantal a essayé d'intervenir, poussant des cris perçants au sujet de poursuites judiciaires et de ses avocats, mais le deuxième garde lui a simplement bloqué le passage. « Madame, s'il vous plaît, » a-t-il dit. « Ne rendez pas cela plus difficile que nécessaire. » Monsieur Lefebvre a regardé la scène se dérouler avec un regard de pur dégoût. Il s'est approché de l'endroit où Olivier se débattait. « Dubois, » a dit Lefebvre, sa voix coupant à travers le bruit. Olivier a arrêté de se débattre. « Monsieur Lefebvre. »« Monsieur, tout ceci est un malentendu. Ma belle-sœur est. »« Gardez ça pour vous, » a dit Lefebvre, en ajustant ses lunettes. « Je me fiche de vos drames familiaux. Je me soucie du jugement. » Et hurler sur des agents de sécurité pendant que votre marié se tient là en pleurant fait preuve d'un jugement exceptionnellement médiocre. Il m'a regardé, puis a regardé Amélie. « Mes excuses, mesdames. Je m'en vais maintenant. » Il s'est retourné et est sorti, suivi par sa femme. Le reste des invités, réalisant que le spectacle était terminé, a commencé à se diriger lentement vers les sorties, jetant des regards compatissants à Amélie et des regards dégoûtés à Olivier. « Amélie » a crié Olivier alors qu'il était traîné en arrière. « Amélie, dis-leur d'arrêter. Tu es ma femme. Tu dois arranger ça. » Amélie s'est avancée jusqu'au bord de l'estrade. Elle l'a regardé de haut, ses yeux rouges mais secs. « Je n'arrange rien, Olivier, » a-t-elle dit, sa voix tremblante mais claire. « Et je ne suis pas ta femme. Nous n'avons pas encore signé le certificat. Tu te souviens ? Tu étais trop occupé avec monsieur Lefebvre pour le signer avant la cérémonie. » La couleur a quitté le visage d'Olivier. « Mélia, s'il te plaît. »« Adieu, Olivier, » a-t-elle dit. Les gardes l'ont traîné à travers les portes doubles, ses protestations s'évanouissant dans la nuit. Chantal a suivi, me jetant un regard de purée avant de disparaître dans le parking. La salle s'est vidée lentement jusqu'à ce qu'il ne reste que moi, Amélie, et mon personnel. Le silence était lourd, mais il n'était plus oppressant. Il semblait pur. Amélie s'est assise sur le bord de l'estrade, enfouissant son visage dans ses mains. « Je suis tellement désolée, Sophie, » a-t-elle sangloté. « J'ai tout gâché. J'ai gaspillé ton argent. J'ai fait perdre son temps à tout le monde. » Je me suis assise à côté d'elle et j'ai mis mon bras autour de ses épaules. « Tu n'as rien gâché, Amélie. Tu as évité une catastrophe. Une catastrophe très coûteuse en forme de narcissique. » Elle a ri à travers ses larmes, un son saccadé. « Mais l'argent. Les 41 400. Chantal a payé, ai-je dit, en sortant le reçu de ma poche. Le montant total, plus le pourboire. » Amélie a regardé le reçu, les yeux écarquillés. Elle a vraiment payé. Elle ne voulait pas faire de scandale, ai-je dit. Ironiquement, elle a payé pour éviter exactement ce qui vient de se passer. J'ai regardé la salle vide. Les fleurs étaient toujours magnifiques. Le gâteau était toujours parfait. Le champagne était toujours frais. Tu sais, ai-je dit en regardant Marc, qui rôdait à proximité, nous avons 300 dîners à base de steak, 5 caisses de champagne, et un excellent disque jockey qui a déjà été payé. Amélie a levé les yeux, s'essuyant les yeux. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, je me suis levé et j'ai tapé dans mes mains, Marc, Léo, Céline, faites venir tout le monde ici. Le personnel de cuisine, les voituriers, la sécurité, tout le monde. Nous faisons une fête. La fête qui a suivi était meilleure que le mariage n'aurait jamais pu l'être. Mon personnel, qui était debout depuis 12 heures, a enfin pu s'asseoir et manger comme des rois. Nous nous sommes régalés de filets mignons et de queues de homard. Nous avons bu le champagne millésimé prévu pour le discours de célébration. Léo a joué des succès populaires des années 80 au lieu de la liste de lecture classique ennuyeuse qu'Olivier avait exigée. Amélie a dansé avec Marc. J'ai dansé avec le plongeur. Nous avons ri à nous en faire mal aux côtes, purgeant le stress et la toxicité des 6 derniers mois. Le lendemain matin,
les retombées ont commencé. J'ai déposé une demande d'ordonnance restrictive contre Olivier et Chantal, citant les menaces proférées dans mon bureau. Avec les images de sécurité et le registre des incidents comme preuve, le juge l'a accordé immédiatement. Olivier a essayé de contester les frais de l'établissement auprès de sa société de carte de crédit, affirmant que les services n'avaient pas été rendus. Je leur ai envoyé le contrat signé, le registre des incidents et la vidéo de lui en train de hurler sur mon personnel. La demande d'opposition au paiement a été refusée. 2 semaines plus tard, Amélie a reçu un appel d'un ami qui travaillait dans le cabinet d'Olivier. Olivier avait été renvoyé. Apparemment, M. Lefebvre n'avait pas apprécié le spectacle public ni les rumeurs concernant ses appels de marge. Aux dernières nouvelles, Olivier travaillait dans un cabinet comptable de niveau intermédiaire en Seine-et-Marne, vivant dans un appartement studio. Chantal, humiliée par les commérages sur le désastre du mariage qui ont balayé son cercle social, s'est retirée dans sa maison de vacances sur la Côte d'Azur et a cessé d'assister au gala de charité. Quant à Amélie, elle a emménagé avec moi pendant un certain temps. Nous passions les soirées à boire du vin et à planifier sa nouvelle vie. Elle est retournée à l'université pour obtenir sa maîtrise en éducation, quelque chose qu'Olivier lui avait toujours dit être une perte de temps. Elle sort avec un gentil architecte maintenant, quelqu'un qui lui demande comment s'est passée sa journée et qui traite le personnel de service avec respect. Le conservatoire Anvers se porte mieux que jamais. L'histoire du mariage qui n'a pas eu lieu est devenue une sorte de légende dans l'industrie. Les clients savent désormais 2 choses à mon sujet: j'organise les plus beaux mariages de la région, et je ne tolère pas le manque de respect. Un après-midi, environ 6 mois plus tard, je marchais dans la salle principale, vérifiant les arrangements floraux pour un gala de printemps. Le soleil filtrait à travers le toit en verre, tout comme il l'avait fait ce jour-là. Je me suis arrêté à la table d'honneur. J'ai regardé la chaise où j'étais censé m'asseoir en tant que demoiselle d'honneur. J'ai souri. Je n'avais pas besoin d'un siège à la table de quelqu'un d'autre. C'est moi qui ai construit la table. Et à partir de maintenant, c'est moi qui décide qui a le droit de s'y asseoir.